Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ça part en vrille, une édition spéciale qui marque une première. Je vous propose aujourd'hui une discussion à 3 voix, riche en perspectives et en expériences. Je suis accompagnée de Zakia Mans, présidente du Conseil général des naturopathes de Grande-Bretagne, naturopathe et praticienne hypnonaissance, ainsi que de Gilles Vaquier de la Baume, créateur des ateliers du Futur Papa et de la plateforme des parents. Aujourd'hui, on vous parle de l'infantilisation des futurs parents, un thème crucial qui nous interpelle tous. On va explorer ensemble les implications de cette tendance et comment elle façonne l'expérience parentale. Notre objectif ? Vous inciter, vous, les parents et les futurs parents, à vous poser des questions, à remettre en question les idées reçues et à devenir les acteurs de votre parcours parental. Préparez-vous à un échange dynamique, informatif et, nous l'espérons, inspirant. On est parti ? On est parti, let's go. Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous, je vous reçois aujourd'hui Zakia et Gilles pour un exercice tout à fait particulier, un enregistrement de podcast à 3 voix. C'est une première sur Ça part en vrille et je vais commencer simplement par vous demander de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Zakia, je te laisse commencer. Merci Élodie, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et avec Gilles bien évidemment. Alors donc je suis Zakia, je suis naturopathe et praticienne d'hypnonaissance. Donc moi je suis naturopathe depuis 2007 et donc j'ai été formée en France et je pratique beaucoup en Angleterre et à l'international via le pouvoir de l'internet. Donc voilà, donc je m'occupe beaucoup de parentalité, de parents, de mamans. Voilà. Merci Zakia. Et Gilles, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je crois que ton podcast ne portera jamais aussi bien son nom qu'aujourd'hui parce que ça va partir en vrille. Donc, restez bien à l'écoute parce qu'on est sur un format détonnant. Et voilà, donc moi, c'est Gilles. Je suis fondateur d'une structure qui s'appelle l'Atelier du Futur Papa depuis 2014 et je défends la cause de l'implication précoce, active et intense de ces jeunes hommes qui ont besoin d'être épaulés, entourés, accompagnés, informés, équipés pour débuter leur parentalité et devenir ce coéquipier que finalement tout le monde attend. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on se retrouve tous les trois autour d'un thème qu'on a sélectionné, qui est l'infantilisation systémique du couple parental dès la découverte finalement de l'attente du bébé. Aujourd'hui, on va vous présenter nos regards croisés finalement sur le sujet et tout ce que ça a pu faire jaillir dans nos esprits. Donc, est-ce que l'un de vous veut commencer peut-être à donner un petit peu ses lumières sur la manière dont vous percevez l'un et l'autre l'infantilisation systémique du couple parental à partir du moment où ils sont enceintes, si je peux dire ça comme ça. C'est très bien dit, c'est tout à fait ça. Pour préciser, l'homme est enceinte également aussi, hein, c'est l'objet du 3e livre que j'ai écrit avec le docteur et je pense qu'il faut considérer que l'homme est enceinte d'une manière invisible, mais bien réelle. Zakia, oui, parce que... Ouais. Pardon. Vas-y, Zakia. Moi, j'ai vraiment été très, très étonnée, en fait, à quel point les femmes, surtout, parce que moi, je m'occupe beaucoup des femmes quand je fais mes soutiens, surtout quand elles sont enceintes. J'ai vraiment été étonnée à quel point on infantilise ces femmes qui... Alors, on est dans une époque où, bien évidemment, les femmes sont égales de l'homme, j'allais dire, dans la société, elles font les mêmes boulots, elles font des grandes études. Et moi, quand je les vois arriver, par exemple, et qu'elles me parlent comment elles se font traiter dans les hôpitaux, c'est là où j'ai vraiment été étonnée. Donc, ça fait bien une dizaine d'années maintenant que je suis ces femmes. Et peu importe leur milieu socioculturel, peu importe leurs origines, il y a une infantilisation, mais vraiment qui est constante, en fait. Dès qu'elles vont à l'hôpital et qu'elles se retrouvent enceintes, non seulement elles perdent leur voix en tant que femmes, j'allais dire, qui ont un boulot, qui assurent, qui assument, qui sont, j'allais dire, très féministes quelque part. Et dès qu'elles se retrouvent à l'hôpital, elles s'oublient
et elles se font infantiliser. Donc, le système les infantilise parce qu'on leur dit vous êtes enceinte et vous n'avez pas le droit de remettre en question la parole. Alors, bien évidemment, il y a des cas où les médecins et l'hôpital a sa place, mais c'est un peu comme avec les enfants, et Élodie, c'est là où toi, tu pourras nous donner ton point de vue. Comment est-ce qu'on transmet une parole, un conseil, comment dire, à des femmes qui sont adultes et qui ont le droit de questionner. Donc, et là où moi j'ai été encore plus choquée, c'est pas tant comment le système les infantilise, c'est comment ces femmes, certaines sont chefs d'entreprise, certaines sont médecins, certaines sont psychologues, certaines ne travaillent pas, mais ce qu'elles font dans leur milieu professionnel, elles ne le font pas avec le système médical. Elles se remettent complètement à la merci de leurs caregivers, de ces gens qui vont s'occuper d'elles pendant leur grossesse, sans remettre en question une seule fois, ou même poser des questions. Se dire, vous me demandez de faire ça, ou c'est ce qui va se passer, pourquoi? Juste pourquoi? Et c'est une fois qu'elles ont donné naissance, là, parce que moi je les vois parfois, elles me disent, ça c'était bizarre. Ou si seulement j'avais su, j'aurais posé plus de questions. Ouais. Et ça, à chaque fois, moi je me dis, c'est quand même assez grave, parce que la plupart du temps, ça se passe bien, mais quand ça ne se passe pas bien, elles me disent, si seulement j'avais posé les bonnes questions, j'en serais pas là. Et c'est là où, j'ai encore un exemple cette semaine, et à chaque fois, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut donner plus de voix à ces femmes? C'est même pas leur donner, parce que moi, je leur donne beaucoup de ressources, et au Royaume-Uni, il y a quand même beaucoup d'organismes, de médecins qui disent, voilà, ça, ce sont vos droits, mais elles ne se donnent pas le droit. Donc, c'est au-delà, c'est pas juste le système, c'est aussi ces femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas poser de questions, voilà. Elles deviennent enceintes. Il y a un côté très passif, en fait. Donc, il y a les deux côtés. Il y a le système et il y a aussi ces femmes qui n'osent pas, en fait, ou qui ne savent pas. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on vit aussi en France. Donc, c'est intéressant d'avoir ce double regard. Et c'est aussi, on connaît aussi cette infantilisation en France dès le moment où on est enceinte. Et il y a ce côté un petit peu, si tu veux, comment dire ça? Le médecin est le sachant et toi, tu es la patiente. Et de fait, c'est acquis. Tout ce qu'il va dire est presque parole d'évangile. Et puis, on t'appelle la patiente. C'est pas pour rien, tu vois. La patiente, c'est quelqu'un qui est inactive, qui patiente, qui attend que les choses se fassent pour elle. Donc, je pense que, tu vois, le champ lexical n'est pas anodin non plus. Bien sûr. Ça prend racine dès l'enfance sur le fait qu'on se dise finalement le médecin il n'a pas tellement à expliquer le pourquoi du comment et il n'a pas tellement non plus à demander le consentement de l'enfant puis plus tard de l'adulte et je pense que c'est ça aussi tu vois qui crée cette dynamique. Je sais pas quelle est ta vision à ce sujet, Gilles. Alors, moi, c'est différent parce que, comment dirais-je, le conjoint, lui, est complètement, comment dirais-je, transparent, finalement, aux yeux de ce corps médical. Donc, Oui. il est le suiveur du suivisme, si j'ose dire. Donc, il n'a pas de place, il n'a pas de considération, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il remontait souvent que par ces hommes que dans les cours sages-femmes, finalement, même si on leur dit venez avec votre conjointe, ça s'adresse exclusivement aux femmes et ça fait tout mon bonheur parce que finalement derrière, il se dit je veux quelque chose qui soit labellisé homme, entre hommes, et c'est aussi la base du concept donc, de ces réunions ateliers du futur papa qui se développe de plus en plus avec le temps passant. Donc finalement, on a une propension naturelle à se laisser guider à partir du moment où il y a cette question de la parentalité qui rentre en ligne de compte et qui rentre en jeu et ça débute déjà, vous en avez parlé, donc à la maternité en lien avec le corps médical, mais aussi ça se poursuit, on en avait déjà parlé ensemble en off, avec peut-être les injonctions amicales, parentales, etc., qui font qu'on a tendance à se laisser guider, pourquoi pas, j'allais dire, mais sans remise en question, comme disait Zakia. C'est ça qui était, je trouve, c'est là où le bas blesse, c'est qu'on a tendance à être dans le suivisme, mais je trouve que les papas ne sont pas là-dedans. Contrairement donc à ce que vous évoquez, moi je trouve que eux, au contraire, d'après ce qui me remonte, parce que j'en vois à peu près entre 100 et 200 tous les mois, donc je peux me faire un avis, je partage beaucoup avec eux, je crée des groupes WhatsApp après les rendez-vous. Et d'après ce qu'ils me disent, finalement, on entend beaucoup de choses à droite, à gauche. On voudrait quelqu'un qui tranche. Et est-ce que
est-ce que tu peux nous conseiller pour justement trancher cette question? Donc, je pense qu'il y a peut-être, de mon point de vue, attention, et des papas que je vois, qui n'est pas une vue universelle, parce que dans ce que je vois, c'est des gens qui sont volontaires à la remise en question, ce qui est autre chose. Donc, finalement, de ce que je vois, de ce que j'observe du haut de ma petite colline, eh bien, je dirais qu'il y a plus d'interrogations du côté du papa, associé à une difficulté à la verbalisation, parce que ce que me disent les hommes, et ça aussi il faut l'entendre très souvent, en parallèle de la grossesse de la maman, c'est qu'il y a énormément d'émotions qui sont en jeu, de questionnements, d'interrogations, etc. Et que finalement, la conjointe, bien que, de manière générale, toujours bien sûr, hein, bien que leur disant si tu veux en parler, on en parle, finalement, on se retrouve un peu face à un mur où on constate qu'il n'y a pas tant de volonté que ça d'ouvrir le champ émotionnel de la discussion avec le conjoint. En tous les cas, c'est des choses qui remontent de plus en plus, et ils aimeraient finalement passer plus de temps et évoquer plus leurs sentiments, voyez, et ils n'osent pas le dire l'évoquer plus avec leur conjointe, parce que la conversation a tendance à tourner court, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache chez la jeune future maman, comment dirais-je, de cette ambivalence de dire d'un côté, j'ouvre la porte à la discussion, mais finalement de la fermer aussitôt celle-ci arrive. Peut-être que ça vient percuter quelque chose d'invisible, qui est l'homme fort n'est pas l'homme qui s'épanche sur ses sentiments, et donc de ce fait, plus on y passe de temps dans cette évocation, et plus finalement, et moins ça correspond à un modèle que je me suis fait intérieurement. Voilà, j'essaye de faire de la psychologie un peu au fur et à mesure que je développe mon idée, quoi. Et il y a peut-être ça aussi derrière. Donc voilà pour mon point de vue. Ouais, donc ça jouerait. En fait, ce qui se passe finalement pour la femme enceinte, peut-être sur le plan hormonal, hein, modification, faciliterait le fait qu'elle soit infantilisée finalement si elle s'exprime pas. Elle est plus enclin par son profil à être infantilisée que l'homme qui est plus finalement, lui, dans comment dirais-je, dans l'interrogation, dans la remise en question d'une manière un peu plus, j'allais dire, réflexe. Mais par contre, dans cette évocation suite à ces interrogations, il se retrouve plus souvent, et c'est quelque chose qui remonte vraiment très, très fréquemment, mesdames, entendez-le, qu'ils se retrouvent face à une porte qui est à peine entrouverte et qui se ferme rapidement dès lors qu'ils sont dans l'évocation du champ émotionnel. Mais de leur champ émotionnel, Gilles, ou oui, oui. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est ça qui est difficile. Moi, quand j'ai un couple, et ça je vous l'avais dit à tous les deux, je leur dis c'est 50-50 en fait. C'est pas juste, on met toute l'attention sur la maman qui est enceinte, presque cette version de vierge, vous savez. Non, c'est 50-50 en fait. C'est parce qu'on va écouter le papa, c'est les vases communicants. Si le papa se sent écouté, s'il dit, voilà, moi, la première séance. Oui, mais de part, Zakia, ce que je voulais évoquer, peut-être, excusez-moi de vous couper la parole, c'est que de part, peut-être, comment dire, quelque chose qui est dogmatique, qui est finalement un paradigme, donc inconscient, peut-être que la maman laisserait plus la conversation, l'ouverture au champ émotionnel à son entourage, préférentiellement qu'à son conjoint. Parce que ça pourrait être association d'une faiblesse, si j'ose dire, entre guillemets. Ça pourrait, voilà. Et ça, c'est un reproche qui est fait. Et en tous les cas, moi, les hommes que je rencontre aujourd'hui, cette année notamment, c'est quelque chose qui est montant en expliquant qu'eux, ils ont besoin de passer du temps et ils n'y arrivent pas. Et il n'y a pas cette ouverture possible, ce champ possible, cet espace-temps finalement qu'il aurait accordé, durant lequel il pourrait évoquer tout ce qui est forme sentimentale. Et de là, je me pose la question, est-ce que ces sentiments, ces émotions, ça ne traduit pas quelque chose qui serait un signe, qui serait perçu d'une manière inconsciente comme un signe de faiblesse chez la jeune maman. Voilà, future et jeune maman, par exemple. Le problème, moi, je pense, c'est que dans le temps, on avait dans les villages, dans les sociétés, on avait des espèces de buffers, on avait des gens dans le village, je ne sais pas moi, qui allaient prendre les hommes, par exemple, quand ils allaient devenir. Il y avait des rites de passage, en fait. On avait des rituels pour les hommes comme pour les femmes, d'ailleurs, pour les deux, pour les adolescents. Enfin, on n'a plus ces rites de passage, on n'a plus. Alors, vous allez en Afrique, en Inde, les femmes sont entourées d'autres femmes, donc il y a cette espèce de communication qui va empêcher l'infantilisation par un autre système. On avait des systèmes familiaux, sociétaux qui aidaient la transition. On n'a plus ça.
Alors, les couples vivent très loin de leur famille. Donc, je ne sais pas, moi, un homme, il ne va pas Oui, pouvoir ils sont dire assez isolés. son frère, à son père, on peut aller prendre un verre et puis bah, moi, je sais pas, moi, j'ai peur ou comment toi, tu as fait, comment tu es devenu papa. On n'a plus ces repères. Et encore pire, on a ces hommes qui, moi, je le vois, hein, il y a des hommes qui, ils doivent jouer tous les rôles, en fait. Ils doivent s'occuper de leur femme qui est enceinte, ils doivent s'occuper financièrement, enfin, où ils ont ces préoccupations. Ils n'ont pas le temps. Et c'est là où je suis d'accord, il n'y a pas de headspace pour eux, en fait. C'est que ils ne peuvent pas s'exprimer et parfois, bah, s'ils s'expriment, il y a comment dire, il y a un sentiment il y a une défaillance et on ne leur laisse pas. Moi, Exactement. j'ai eu On des leur pères, laisse pas la place, l'espace. ouais, il y a des papas qui me disent, bah, moi, j'ai essayé de parler avec la sage-femme ou de poser des questions ou de moi prendre rendez-vous et on m'a dit non. Ou on m'a pas parlé ou donc c'est compliqué. Je pense que c'est voilà, c'est cette nouvelle société dont on vit tous dedans, où les couples sont moins aidés qu'avant, ils sont moins entourés. Alors, il y a des gens comme nous, Gilles le dit, mais c'est pas comme avant, en fait. C'est pas voilà, avoir ce lien constant, en fait, avec le reste de la famille ou de la société qui aide quelque part. Mais c'est pas évident. Ben, c'est un peu le rôle dont vous parlez, Zakia, c'est peut-être un peu aujourd'hui les réseaux qui ont pris le relais et Ouais. qui fait qu'on se noie dans toute une nasse d'informations qui fait que finalement on est plus perdu qu'autre chose et le forme de conseil de bon sens finalement qui venait un peu naturellement aujourd'hui est perdu Ouais. dans cette tonne d'informations dans laquelle on a accès facilement. Et c'est aussi quelque chose qui me remonte de me dire traduis-nous un petit peu tout ça, mets du bon sens et donne-nous une ligne directrice et quelque chose qui soit oui ou non, de manière très manichéenne, parce que aussi c'est très masculin cette question du oui et du non. Donne-nous une ligne de conduite, si j'ose dire, une réponse ferme, qu'on puisse avancer et progresser. Voilà, donc il n'y a pas un désir d'infantilisation de la part des hommes, parce que ce oui ou ce non, ça sous-tend une envie de progresser et de ce fait d'avancer, d'évoluer tant physiquement avec l'enfant qu'intellectuellement ou psychiquement, j'allais dire. Et donc, de ce fait, je pense qu'il n'y a pas il y a moins, on va dire. Mais attention, je parle des hommes que je vois. Je ne sais pas du côté de ceux que je ne vois pas, évidemment. Mais de ceux que je vois, il y a quand même moins, je pense, de laisser faire dans l'infantilisation. Voilà, il y a plus de remise en question, plus d'interrogations, plus de vouloir trancher des questions, plutôt que de se laisser aller, de se laisser voguer par les conseils des uns et des autres sans trop savoir où ils vont. Voilà, donc je pense qu'ils sont un peu comme une espèce de sentinelle au-dessus de tout ça, Oui. au-dessus de cette maternité naissante et qu'ils essayent de faire le filtre et la sélection. Voilà, moi je vois ça comme ça. Bah, c'est intéressant parce que ça signifie que finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus éveillées, et qui vont remettre, vont venir questionner, finalement tout ce qui est imposé, à la femme majoritairement pendant sa grossesse, jusqu'à l'accouchement et puis même, plus tard Oui, après au couple parental et aux enfants. Mais Heu, c'est intéressant de pouvoir constater qu'aujourd'hui, même si, effectivement les papas que tu reçois, Gilles, il y a forcément un biais, mais en tout cas de se dire que, bah, il y a des gens qui se positionnent différemment, qui se posent des questions et qui, sont prêts aussi à venir faire, bouclier devant leur compagne, pour dire au corps médical: «Stop, explique-moi en fait, le pourquoi du comment» et ensuite, on pourra dire, OK, pas OK. Parce que je suis pas sûre que ce soit encore une majorité. Néanmoins, c'est oui. toujours, ça laisse un bon espoir de savoir que le chemin est fait et qu'il y a des gens sur ce chemin qui avancent. Oui, ben, il y a une traduction de ce que tu dis, tout à fait. C'est que finalement, ça se traduit par le projet de naissance qui avant n'existait pas, qui a été mis en place et qui aujourd'hui est, comment dirais-je, est travaillé en amont par les maternités qui elles-mêmes préfèrent proposer un modèle dans lequel il n'y a plus qu'à cocher, si j'ose dire, plutôt que chacun ramène sa petite lettre. Voilà. Oui. Donc, la traduction concrète, c'est ça. Moi, Voilà. ça me rappelle un peu la révolution industrielle, c'est on a été obligé, la maternité un peu pareil, vous savez, c'est le taylorisme. L'hôpital est Oui, un peu comme ça. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit, c'est exactement ça, oui, c'est elle me vrai. dit, voilà, donc on coche des cases, donc je suis enceinte à telle date, j'ai tel rendez-vous. Il y a quand même beaucoup moins de rendez-vous à l'hôpital qu'avant, depuis le Covid. Enfin, c'est terrifiant d'ailleurs. Et on vous dit que, bah voilà, la date de naissance, c'est tel jour et vous ne pouvez pas dépasser d'un iota. Et on coche donc des cases. Donc vous arrivez à telle heure, il y a ça qui va se passer. Et elle me dit, mais j'ai l'impression d'être
un de ces, voilà quoi, une de ces bêtes voilà, c'est la taylorisation de la santé et je pense qu'il y a beaucoup de parents et pas que des parents d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent non. Ils disent non à tout ça, voilà, ils disent, non, qui en viennent à la naturopathie parce que moi c'est ce que je fais, mais la naissance c'est pareil. Il dit: «Bah, moi je veux une naissance qui me corresponde plus quoi». Et il y a vraiment un éveil des consciences, je trouve. Alors moi je leur dis toujours: «Mais comment est-ce que» alors il y a des couples qui ne savent absolument pas ce que je fais, donc ils viennent un peu en mais je leur dis: «Mais comment est-ce qu'on a fait pendant ces millions d'années, donner naissance?» Enfin, il y avait pas d'hôpitaux, il y avait pas de alors je dis pas qu'il faut retourner à ce qui se faisait avant, c'est pas ça, mais il faut un peu de voilà, il y a une différence entre des femmes qui ont vraiment besoin d'être à l'hôpital et d'avoir des soins vraiment, importants et la majorité des autres femmes qui, je crois que c'est 96 on en avait parlé, le dit. L'OMS qui dit il y a 96 des femmes dans le monde qui, quand elles accouchent, elles ont aucun problème, elles pourraient accoucher là, enfin n'importe où dans une, et moi c'est ce que je dis à ces femmes, je leur dis: «Mais voilà, on il faut faire confiance. Voilà, il faut faire confiance à nos corps, il faut se donner confiance et se dire: c'est très bien qu'il y ait un hôpital, c'est très bien qu'il y ait le corps médical, parce que des fois on en a besoin, mais majoritairement, voilà quoi, retourner à alors je vais peut-être, faire ma hippie un peu, mais retourner à quelque chose de plus naturel et de plus humain. Parce que moi, le retour que j'ai de ces femmes, de ces papas, bah, c'est quand même assez traumatisant. C'est, comment elles donnent naissance, elles sont traumatisées à vie, ces femmes. Et quand elles parlent à leur mère, c'est tout aussi traumatisant. Donc le trauma, il est intergénérationnel. Moi, c'est ça aussi que je trouve qui est quand même assez compliqué, c'est que le trauma, il se transmet. Et donc, ces femmes transmettent ce trauma de l'accouchement. Alors, ceux qu'on voit, Gilles, c'est vrai qu'eux veulent casser Oui. ce trauma, mais bah, enfin, moi, je trouve ça, voilà. Moi, je dis à ces mamans, vous ne donnerez naissance qu'une fois, même si vous avez d'autres enfants, parce que les naissances sont différentes. Donc, préparez votre naissance, quoi. Et que, je ne sais pas, moi, si vous en parlez à 70 ans ou à 50 ans, ou à 80, bah, de quelle manière vous voulez en parler? Même si vous avez, enfin, je ne sais pas, c'est que vous ayez une césarienne, une naissance à la maison, dans l'eau, peu importe. C'est se dire, bah, je t'ai donné naissance et c'était quand même formidable, quoi. Voilà, juste avoir cette expérience-là. Je dis exactement la même chose. Excuse-moi, Elodie, de prendre la parole. Pas de problème. Spontanément, la même chose aux jeunes futurs et jeunes papas que je vois, de cette question d'une fois, du bien faire et du récit Ouais. finalement qu'on Ouais. va pouvoir se raconter plus tard. Et je trouve que c'est important parce que on a qu'une chance de bien faire. Et faut-il encore se renseigner un minimum et puis remettre un petit peu en question ce qui se fait, ce qui existe, s'interroger et puis essayer de partir vers des modèles, comment dirais-je, différents. De là, ça oblige aussi à aller dans le psychisme parce que c'est là où il y a le problème, si j'ose dire, c'est qu'on a l'inconscient qui va nous diriger dans une direction ou dans l'autre, à savoir si on a un modèle, comment dirais-je, freudien inclus à l'intérieur de nous, qui nous a été livré avec un pack genre l'enfant c'est la pulsion et on doit le réfréner parce que c'est un être un peu satanique, excusez-moi l'expression, qui veut absolument faire l'amour à sa mère et casser la figure à son père. Donc bon, on ne peut pas dire que c'est du positif, hein, donc voilà, ça rapporte quand même à des notions qui sont quand même violentes, donc ça justifie la violence qu'on va avoir avec lui. Mais ça, c'est difficile de se dire j'ai ça dans l'intérieur de moi et c'est limite anthropologique. Et comment est-ce que je peux casser ça et comment est-ce que je peux finalement insérer un nouveau logiciel pour avoir un nouveau comportement? Parce que tant qu'on n'a pas cassé ça, tant qu'on ne l'a pas interrogé, tant qu'on ne l'a pas remis en question, tant qu'on ne l'a pas rangé, tant qu'on n'a pas installé un nouveau logiciel, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Et on le voit bien dans les chiffres, puisqu'on a quand même, en France, c'est 87% des parents qui utilisent la violence éducative ordinaire. On a 1 à 2 décès semaine d'enfants sur les coups d'un adulte en France. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, de ce côté-là, il y a une remise en question, il y a du plus, évidemment, il y a des avancées, mais il y a quand même, comment dirais-je, des difficultés à aller chercher vraiment dans ce subconscient finalement tout ce qui nous fait aller dans une voie plutôt que dans une autre, sans même s'interroger, se poser la question, d'où le point de départ de la discussion, donc de l'infantilisation finalement. Est-ce qu'être infantilisé, c'est pas se laisser aller, c'est pas compter à 100% sur les autres, ne rien remettre en question, ne pas réfléchir, ne pas se remettre en question aussi? Est-ce que c'est pas une volonté cachée de ne pas se remettre en question, parce que ça fait toujours, pas forcément toujours du bien? Et puis, au-delà de la remise en question, c'est aussi sur quoi d'autre je vais m'appuyer. Parce qu'il y a ça qui se cache derrière. C'est je vais me remettre en question. C'est comme le modèle éducatif. OK, j'abandonne, mais sur quoi je m'appuie? C'est lâcher une liane, mais il faut me présenter une nouvelle pour qu'on puisse passer de branche en branche. Pour rebondir sur ce que tu dis, Gilles, je ne suis pas sûre que ce soit toujours conscient de se laisser infantiliser.
Je pense que ça a différentes origines. La première, c'est que nos générations de petits Français, parce qu'on est plus ou moins de la même génération tous les trois, je dirais à 10 ans près, on n'avait pas voix au chapitre petit. On nous a appris juste à bien fermer nos bouches et à surtout pas dire ce qui allait ou ce qui allait pas à quiconque. Donc c'est difficile d'aller déconstruire déjà ce schéma-là quand on en prend conscience en grandissant et quand on devient adulte. Bien sûr. Donc ça, c'est une première piste. Donc c'est pour ça que conscient, pas toujours, je pense. Il y a aussi un formatage. Nous sommes des enfants d'un formatage, d'une éducation franco-française des années 70, 80, 90, qui avait quand même un biais sur les VO assez, assez costaud et qui surtout ne considérait absolument pas l'enfant comme un être à part entière. Donc ça, c'est un bagage qu'on se trimballe, que chacun d'entre nous va ou non déconstruire à son rythme, mais qui facilite malheureusement une infantilisation à tous les niveaux finalement, pas que quand on est parent aussi. Oui. Et j'avais une autre idée que j'ai perdue. Ça va revenir. Oui, ça reviendra. Mais tout ça pour dire que voilà, ça peut être conscient, comme ça peut aussi être finalement assez inconscient et assez. Bon, je finirai ma phrase une autre fois. Je disais pas que c'était conscient, que justement d'une manière inconsciente, on n'osait pas aller au milieu du gué, ne sachant pas comment faire l'autre partie du chemin. Et effectivement, là, tu as raison aussi dans ton analyse. C'est que quand on ne sait pas où aller, c'est hyper difficile. Ça génère de la peur, du stress. Quand on est stressé, soit on fonce, soit on recule, soit on se fige. Et c'est vrai que c'est pas agréable à vivre non plus. Et donc, commencer ce travail de déconstruction pour se dire je vais faire autrement, je vais poser des questions. Et finalement, c'est se diriger vers quelque chose d'inconnu. Et fatalement, c'est difficile pour l'animal que nous sommes. C'est ce que j'allais dire en fait. Et je pense que c'est quand même un point qui est super important, c'est qu'on fait tous partie d'un groupe. Peu importe le groupe, que ce soit le groupe familial, on fait partie d'une société. Et moi, à chaque fois, ce qui me paraît quand même assez intéressant, c'est à quel point est-ce qu'on est prêt à pousser le statu quo, en fait. Et je pense qu'on est tous très différents et certains d'entre nous sont, on va pousser très, très loin et puis d'autres moins parce qu'il y a la peur du qu'en dira-t-on, du que va dire le médecin, que va dire la maîtresse. Moi, je le vois avec mon petit garçon, il a 9 ans, je lui dis pose des questions. Bon, c'est pas comme s'il n'avait pas une maman, bon, mon mari est un peu différent, mais c'est pas comme s'il n'avait pas une maman qui lui dit tu poses des questions tout le temps, pas de manière agressive, mais tu questionnes. Et c'est là où je vois l'importance, inconsciemment, l'inconscient collectif qui dit si tu poses des questions, tu vas sortir du lot et ça va te mettre soit en porte-à-faux. Il faut quand même être assez fort pour se dire moi, j'en ai rien à faire, voilà. Je pose des questions, peu importe, que ce soit même dans un. J'ai fait une conférence la dernière fois. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient poser des questions. Hein. Donc, on est encore dans quelque chose de très primaire, mais primaire dans le sens où si on sort du lot, et sortir du lot, c'est se mettre en avant. Et moi, je me dis, voilà, il y a une éducation, il y a la personnalité. Bon, moi, je l'ai toujours fait, donc ça me paraît évident qu'on pose des questions, surtout quand c'est au niveau de la santé, par exemple. Alors, moi, ce que je dis à mes couples, je leur dis, mais si c'était votre mariage, si vous voulez vous préparer pour votre mariage, ou si vous voulez, je ne sais pas, changer de voiture, vous posez des questions. Enfin, je ne sais pas, le banquier, par exemple. Oui. Non, mais moi, des couples qui me posent des questions sur le prix, les tarifs, les séances, c'est ce qui est génial. Mais dès qu'on arrive à quelque chose de fondamental qui est votre santé, et c'est là où je trouve que c'est très dangereux et qu'on doit vraiment aider ces couples, en fait, et surtout ces femmes, c'est leur dire, et les enfants, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, en fait. Ta santé, ton corps, qu'est-ce qu'on fait à ton corps, en fait? Et ça peut être du physique, ça peut être du mental. Reprendre possession de ça, parce qu'on voit les problématiques que ça donne après, en fait. Donc, ces femmes qui subissent des interventions, des traitements qui sont complètement... Et c'est elles, en fait, qui se sentent coupables quelque part. Donc, elles ne se disent pas, c'est la faute de ce médecin parce qui n'a pas fait, voilà. Non, c'est moi. Et elles portent la culpabilité. Ouais. Et c'est toujours la femme qui porte. Alors, je ne veux pas faire ma féministe,
Mais c'est vrai que c'est toujours la femme qui se dit, ben, voilà, c'est encore moi. Soit c'est mon corps qui n'a pas répondu comme il Ouais. fallait, parce que ça, je l'entends aussi, ou voilà, ou c'est on rejette encore une fois la faute sur l'autre, en fait. Oui, oui, mais encore une fois, tu vois, quand tu dis le corps qui n'a pas répondu, bah, souvent c'est dû à un figement. Bien sûr, Parce qu'on a ce stress et cette peur de la blouse blanche, du sachant qui, sait mieux que nous comment notre corps doit fonctionner et cetera et qui va arriver avec tout son savoir et sa grosse voix peut-être et oui, puis ça va nous figer et on va pas être en mesure, de questionner finalement une intervention ou un examen. En tout cas pas sur le coup et effectivement, c'est en ça où derrière on emporte, pleinement la culpabilité en se disant: «Mais bon sang, pourquoi j'ai pas réagi?» ouais, ouais. Et moi, Mais j'avais une idée, si je peux me permettre, excuse-moi, les cas qui me venait en tête et pour vous la partager par rapport au point précédent, qui était de dire, c'est un peu comme dans notre manière de communiquer avec l'enfant. Si on lui dit juste non, ben, finalement, on ne donne pas une solution alternative, donc on va le coincer au milieu du gué. Alors que si on lui dit passe bien sur le côté, par exemple, il y a une flaque d'eau, il y va dedans, on va dire non, on ne donne pas de solution alternative, donc il y a une situation qui va être figée, comme tu dis, Elodie. Puis finalement, si on dit juste ben, passe bien sur le côté et ça donne une solution donc de substitution plutôt Ouais, qu'un interdit et tout vient de là. Et donc, comme comme on présente une solution, on présente un continuum, on présente une sortie, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc finalement, on a tendance à y aller un peu plus aisément. Voilà. ouais. Et autre chose également aussi, je voulais vous dire par rapport à ce qui a été évoqué, c'est qu'on voit très bien, même sur d'autres sujets de société aujourd'hui, que poser des questions, finalement, poser la question, c'est s'interroger. Ça ne veut pas dire remettre en question, ça veut oui, dire juste poser la question, ce qui n'est pas pareil, attention. Mais poser la question, ce serait déjà induire que l'autre veut remettre en question. Et de ce fait, tout de suite, c'est la case du mot que je ne dirai pas parce que je pense que tout le monde l'a bien entendu et que tout de suite, alors que des fois, moi, on me dit, bah, tiens, tu es. Je dis, ben non, je pose une question. C'est juste pour, je m'interroge là-dessus et je te partage mon interrogation. Voilà. Parce que plus j'ai d'éclairage, moi je suis prêt à aller dans un autre sens, mais je suis prêt à aller dans. Et j'attends de l'éclairage, j'attends pas Bien sûr. d'une case, si j'ose dire. Mais tu as raison, c'est vrai que souvent quand on pose des questions et simplement pour être éclairé, on est reçu comme étant, le trouble-fête, qui en fait remet en cause. Alors que c'est pas du tout une remise en cause, c'est juste, une recherche de compréhension de la situation ou de ce qui va se passer. Mais Et il y a des dans la raccourcis question, qui sont faits comme c'est ça. juste aussi de vouloir dire je veux être conforté dans cette Ouais, idée. C'est juste que j'ai besoin de plus d'arguments. Ça peut être ça. C'est pas juste je ouais, veux. Et c'est traduit comme je c'est pas remets aller en à place. l'encontre. Ouais, ouais, c'est pas, Exactement. forcément aller à l'encontre Exactement. de ce qui nous est proposé. Tout à fait. C'est et Et ça dans des traduit discussions que j'ai pu oh avoir pardon, avec des amis là récemment, excusez-moi, je vous laisse la parole. Dans des discussions que j'ai pu avoir avec des amis là tout à fait récemment lors de repas, j'étais celui qui posait les questions, j'étais vu comme celui qui remettait en question, alors que j'étais celui qui avait besoin d'avoir des arguments complémentaires pour justement aller dans leur sens. ouais. Mais on ne voulait pas me donner ces arguments complémentaires parce qu'on avait considéré que j'étais quelqu'un qui allait être un puits sans fond de questions, donc de remise en question, et que finalement, on n'allait jamais arriver à me convaincre. Alors que finalement, je ne demandais juste qu'à être convaincu. Voilà, et c'est là finalement où ça coupe aussi la communication, les échanges entre tous. Et ça revient aussi à ta thématique de l'infantilisation, parce qu'il y a une trame officielle qui ne doit pas être questionnée. Et finalement, quiconque viendrait viendrait se positionner comme un point au milieu de cette ligne parfaite pour dire ah avec une interrogation au-dessus, bon ben ce serait le trouble fait et voire même pire que ça. C'est gentil encore quand je dis ça. Et juste pour terminer là-dessus, moi je dis à mes filles quoi, bon il y a ce que tu apprends, il y a ce qu'on te dit, mais il y a ce que tu penses et il y a ce que tu ressens. Et il y a aussi cette notion, je pense, importante de perception, de ressenti. Des fois, oublie tout ce qu'on t'a appris, fais avec ce que tu vois, fais avec ce que tu ressens, fais avec ton cœur, fais avec ton esprit, fais avec ce que tu imagines. Voilà. Et ça aussi, c'est important parce que ça permet d'aller prendre des points d'appui que l'on n'a pas l'habitude parce que, j'allais dire, on ouvre un livre, on nous écrit quelque chose, c'est comme ça, je l'absorbe, ou la télé et je le récite. Et finalement, derrière, je suis dans le récit national et que officiel, historique, et que finalement, voilà, et j'adhère à la masse. Et le fait de poser la question te fait sortir du clan, finalement, du clan de la majorité. Ouais. Et c'est terrible. Mais vraiment, moi, c'est quelque chose que je fais, leur dire voilà, il y a ça. Donc, ça, si toi, tu ressens, tu penses, tu as une inspiration qui est contraire, il ne faut pas que celle-ci aille sous le tapis, sous prétexte qu'il y a, comment dirais-je, une pensée, un modèle dominant. Tu le gardes à l'intérieur de toi, mais il ne faut pas tout de suite vouloir l'éteindre. Voilà, ça bien sûr. m'apparaît important de garder ça.
d'être dans cette notion de transmission à nos enfants, alors qu'on ne le fait pas et on leur dit, voilà, on va te dire ça et ce sera ça, ce ne sera pas autrement. Et pourquoi pas? Oui, il y a plein de choses. Oui, mais il y a peut-être plein de choses qui peuvent susciter aussi de dire, ah ben tiens, et à tel moment, là, et ça, et pourquoi ça? Ah oui, c'est pour mieux comprendre, pour se conforter, voire même peut-être aussi, pourquoi pas aussi remettre en question. Voilà, pourquoi pas. C'est faisable, mais il n'y a plus cet espace aujourd'hui. Je vois même dans des discussions avec des amis qui sont censés te laisser cet espace finalement, tout de suite, j'ai créé un différent, si j'ose dire, dans la soirée, parce que il y avait une non-acceptation marquée de pas vouloir communiquer, de pas vouloir remettre en cause, c'est juste de discuter là-dessus, de discuter d'une autre façon que la façon officielle. Voilà. Et donc de ce fait, tout de suite, c'est monté en mayonnaise. Et bon, voilà. Et je sais qu'il n'y a pas que pour moi. On peut plus amener quelque chose qui soit différent. Donc on en revient à cette infantilisation, c'est le consensuel, c'est le conformisme. Et quand on sort de là, eh bien tout de suite, on n'a pas le temps d'aller très très loin. On est tout de suite dans le champ de celui, je ne sais pas quel mot employer, je sais pas, peut-être du trublion. Oui, voilà. C'est pas mal. Petit trublion, voilà. Qu'est-ce que tu viens nous mettre ton grain de sel dans une machine bien huilée où finalement, voilà, et cette question aussi qui se cache derrière de la remise en question, des fois qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, parce qu'on nous a appris quelque chose et que ça nous conforte dans une situation. On a tout ordonné dans notre tête, ça veut dire qu'il fallait tout réorganiser. Et là, on voit le gros problème qui se présente à nous de cette immense réorganisation qu'il va falloir qu'on organise. Voilà, alors que quand on laisse une certaine malléabilité, si j'ose dire, à tout ce qu'on a appris, ben moi, je suis prêt à intégrer ou à enlever de nouvelles informations parce que c'est pas que je suis ouvert, c'est que plus ouvert que quelqu'un d'autre, c'est que je suis peut-être plus ouvert comment dirais-je, à l'interrogation. Voilà, tout simplement. C'est un peu le but de l'être humain, c'est d'évoluer, de changer, de s'individualiser à un certain moment. Et le problème, c'est qu'il y a la masse. Gilles, tu disais, faire ce travail sur soi qui est de se remettre en question, peu importe le travail, qu'il soit psychanalytique, psychologique, enfin, peu importe la méthode, mais se dire, voilà, c'est la personne que j'étais, c'est là où je vais. Là aussi, ça coupe un peu le côté égotique. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais ça se dit en anglais, mais cet ego, il faut quand même être, j'allais dire, bien dans ses baskets pour accepter la critique, se dire, moi, je ne pense pas comme Élodie, c'est pas grave, on peut discuter, on peut rester totalement courtois et se dire, tiens, ça, je n'avais pas pensé, elle a peut-être raison, ou ça, non, moi, je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Et je pense que dans les 20 dernières années, nous, on l'a vu ici avec Brexit, on l'a vu aux États-Unis, on le voit avec même comment donner naissance. Les femmes qui disent, oui, donner naissance à la maison, c'est n'importe quoi. Et puis, vous avez d'autres femmes qui disent, oui, donner naissance à l'hôpital, c'est n'importe quoi. C'est exacerbé. Voilà, ce côté, se dire, moi, je peux prendre ce qu'Élodie pense et ce que dit Gilles et puis ce que dit l'autre. Et puis, c'est quand même super parce qu'il y a quand même plein de choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adultes et dans beaucoup de secteurs, et Covid a quand même poussé les gens dans une direction, c'est-à-dire que mentalement, les gens ont quand même ça a été compliqué. Donc, soit les gens avaient été un peu solides, j'allais dire, et bon, ça a chahuté, mais ça va. Ou alors, moi, je vois beaucoup de professionnels de santé, peu importe ce qu'ils font, je me dis, j'aimerais pas être à la place des patients parce que c'est quand même assez compliqué. Donc, il faut dès le départ avoir cette espèce de force intérieure, j'allais dire. Et ça se construit dès l'enfance, ça se construit à l'âge adulte, ça se construit de plein de manières. Et là, je pense qu'on voit, c'est beaucoup d'adultes de professionnels, je parle pas des patients ou des clients, mais qui savent pas trop comment se comporter. Donc, tout de suite, c'est l'agression. C'est-à-dire, voilà, moi, je peux pas. The headspace n'est pas là, je peux pas. Donc, Gilles, tu me parles de ça, mais arrête. Voilà, et c'est comme ça partout. C'est quand même assez compliqué. C'est des modèles très manichéens, avec des formats manichéens, avec une réponse qui est forcément exacerbée et qui fait qu'on s'accroche à un guide tel un parachutiste qui va mettre son système d'ouverture automatique dans un guide et qui va se laisser aller, quoi. Voilà, parce que c'est toujours mieux de se laisser guider finalement. Mais ça, c'est bon pour la maison de retraite, pour l'EHPAD, c'est pas bon dans la vie. Voilà, c'est là qu'on confond les étapes, quoi. Ouais, je pense. Ouais. Mais je pense parce que ça ferme la porte aussi au mystère. Et on revient à cette question de la parentalité, qu'il y a le mystère de la vie et que finalement, de mon point de vue, quand même, on réduit ce mystère à une partie vraiment congrue alors qu'au contraire, il faut l'ouvrir parce que ça veut dire qu'on sait tout, qu'on a tout fait, et que plus rien n'est à questionner, que celui qui questionne finalement est vraiment, comme disait Élodie, le troublion de service qui vient un petit peu se faire mousser son ego
pour exister, alors que c'est faux. Et c'est dommage, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un format de plus en plus noir ou blanc, et que dès qu'il y a quelqu'un qui pense noir, on va arriver blanc, exactement, et puis ça va être une discussion exacerbée tout de suite, avec le rejet aussi, qui entraîne le rejet de l'autre dans sa globalité. Ouais. Oui, et plus le droit d'être en désaccord sur des sujets. Peut-être que quelque part, ça vient titiller un peu le biais de confirmation de la personne qui est questionnée aussi. Oui. Et que c'est ça que ça met à mal au final. Exactement. C'est qu'en recevant une question, on risque de plus être dans ce biais de confirmation d'une idée qu'on pourrait avoir, quoi. Et c'est peut-être ça qui est déstabilisant. Mais en tout cas, effectivement, il y a c'est très clair dans les relations, même physiques, aujourd'hui. On se retrouve à traverser des situations qu'on connaît sur les réseaux sociaux, Oui. sur des manières d'être et de réagir très binaires, sur le fait que on puisse pas communiquer de manière apaisée, même quand on n'est pas accordé sur un sujet. Il faut que ça parte tout de suite au clash, il faut qu'il y en ait un qui prenne le pouvoir sur l'autre, qui ait le dernier mot, qui fasse taire la personne en face. Enfin, voilà, et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve de manière, enfin oui, qu'on retrouve ces dernières années. Je ne sais pas si ça a été accéléré avec le Covid qu'on a traversé ou pas. Je ne suis pas sociologue, d'autres pourront mieux en parler que moi. Mais en tout cas, oui, cette remise en cause de la personne qui va venir questionner et le fait de partir du principe tout de suite que quand quelqu'un pose une question, on est sur une remise en cause fondamentale du sujet, alors que parfois c'est simplement pour être éclairé, c'est très gênant, et ça doit certainement participer à cette infantilisation qu'on connaît encore du couple parental, mais à tous les niveaux finalement Ça l'accélère. l'enfant, parce qu'on parlait de la grossesse, c'est là où ça commence, mais en réalité, même quand l'enfant naît, au stade nourrisson, bambin, etc., le couple parental et l'enfant vont être confrontés sans cesse à de l'infantilisation, à des gens qui sauront mieux qu'eux ou qui leur feront croire qu'ils savent mieux qu'eux ce qui est bon pour eux, pour leur famille ou pour leurs enfants. Et voilà, c'est vrai qu'à un moment, si on réussit à dire stop et à essayer de déconstruire un petit peu tout ça et de questionner notre entourage, le corps médical, la société, pour savoir si finalement tout ce qu'on nous dit et ce qu'on nous donne est bien aligné avec ce qu'on ressent au fin fond de nous, eh ben, c'est peut-être le début de quelque chose de mieux. Mais l'objet de mon dernier livre avec le docteur Canamera, qui était de dire on manque d'humanité lors des rendez-vous et on n'a pas le choix, parce que je crois que c'est 20 ou 25 à l'heure pour être très précis, donc c'est extrêmement. Mais si ce que tu viens de dire, Élodie, là, moi, je l'inclus dans mes rendez-vous, en ce moment-là, je vois 2 patients par jour. Hein. Ouais. Mais je sais bien. C'est ça. Bien. Et on traite le corps sans laisser la part à l'esprit. Oui. On parle uniquement de la femme, alors encore l'homme, c'est la raison pour laquelle lui, il est vraiment qu'un pot de fleurs dans un. C'est ça, c'est la pièce rapportée. Hein. Et d'ailleurs, dans les cabinets, on ne sait pas trop quoi faire des, oui. des coparents. Il n'y a même pas toujours une chaise pour eux. Hein. Ouais, donc, c'est un peu. Non, ça ramène à cette infantilisation, comme tu disais, effectivement. Voilà. Et moi, ce que je leur dis toujours, c'est que voilà, j'essaie d'apporter de la clarté, de la visibilité, une projection, quelque chose de clair, et de leur rappeler que c'est facile, que c'est accessible, que chacun peut y arriver. Il n'y a rien de compliqué. Il ne faut pas se noyer dans un verre d'eau. Que c'est rien, c'est des connaissances et de l'application. Par contre, sans les connaissances, comme on n'a qu'une seule chance de bien faire, on risque de passer à côté. Mais si on a la connaissance, que c'est simple, d'autant plus chez le nourrisson, je veux dire, c'est juste de la connaissance et de l'application. C'est pas non plus, c'est pas. Et on a tendance à tout, et on a tendance à inverser, c'est-à-dire de la vision. C'est-à-dire qu'on se dit que ça va être forcément très compliqué chez le nourrisson, et ensuite plus simple quand l'enfant va grandir, parce qu'on va pouvoir communiquer avec lui et qu'on essaie les mots. Alors que la bonne blague. C'est la bonne blague, voilà, merci. Élodie, c'est plutôt l'inverse. Et qu'il vaut mieux avoir maximum de connaissances pour cette première année avant d'attaquer la partie éducative, qui est dans laquelle le piège principal se situe dans l'idée que comme l'enfant comprend, il a les mots et on va pouvoir communiquer. Donc, plus on va communiquer, mieux ça va marcher. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est aussi, je crois, ce que les parents ont cru quand ils ont évoqué l'éducation positive. Ils l'ont pris comme une espèce de logorée qui n'en finissait plus, alors qu'en fait, c'est exactement pas ça. Voilà. Et c'est toujours bon de le rappeler, je crois, parce que sinon, on jette le discrédit sur ce qu'on appelle le positif,
Hein, c'est quand même dommage en 2023, on jette un discrédit sur quelque chose qui est associé avec du positif, voilà, qui plus est au modèle éducatif. Et maintenant, il y a des gens qui arrivent, qui redeviennent sur le devant de la scène, nous expliquant que le time-out, c'est super, etc. Et qu'il n'y a pas plus laxiste, finalement, que cet autoritarisme et que je coupe la connexion et je te mets tout seul dans ta chambre. Il n'y a pas plus laxiste que ça. C'est plus laxiste que le laxisme en soi, qui est de rien faire. Il faut le dire. Oui, c'est important. Ouais, Zakia, un mot pour la fin peut-être? Oui, moi, quand la parentalité positive, moi, c'est marrant, quand tu parlais, j'ai cette image de comment dire, tout débute avec les enfants et je me dis qu'il y a énormément de choses positives qui se passent. Moi, j'ai une image de mon petit garçon quand il avait 2 ans et demi, je crois qu'on l'a mis dans c'est une nursery, alors je sais pas, in the woods. C'est ce qu'ils font dans les pays scandinaves, c'est un peu comme les centres aérés en France. Et il y a une image qui me reste de ce modèle éducatif, c'est que donc ils prennent les enfants de 2 à 5 ans avant l'école, et donc ils travaillent pas en tranche d'âge, mais avec tous les enfants. Et donc les plus grands aident les plus petits. Enfin, et donc une fois j'arrive, donc moi j'ai toujours été pour, et il y avait un feu, donc les enfants avaient fait un feu, et donc vous avez tous les enfants en fait, donc les plus grands près du feu, ceux qui étaient un petit peu moins grands, donc en cercle un peu plus loin, et les tout petits beaucoup plus loin, avec les moniteurs bien évidemment. Et tous les parents, donc tous les autres parents qui ne me connaissaient pas, m'ont dit mais ils ne se sont pas brûlés. C'est alors ici, vous savez, c'est health and safety, c'est super dangereux. Et en fait, moi je leur dis mais tout est une question d'éducation en fait. L'infantilisation. Si vous arrêtez d'infantiliser ces enfants, Gustave à 2 ans, il savait qu'il fallait pas aller là, alors que son petit copain Charles, qui lui avait 3 ans de plus, pouvait. Et plus on va mettre nos enfants dans des structures éducatives, mais qui sont dans l'apprentissage, dans l'individualisation, dans leur donner des responsabilités à leur âge, bien évidemment, mais dans un cadre respectueux et d'amour, vraiment, de se dire, je veux te rendre le plus indépendant possible. Et ça, je trouve ça merveilleux. C'est ce qu'on fait dans la parentalité positive, toutes les autres structures que nous connaissons, enfin Montessori, Steiner, il y a un petit peu de ça. Exactement. Il y a quand même l'autonomisation de l'enfant en fonction de son évolution cérébrale. Bien évidemment. Oui, parce que le pendant de ça, c'est que finalement, l'enfant apprend très rapidement que ce avec le parent, il ne faut pas le faire. Donc, si le parent n'est pas là, c'est le moment où je peux enfin finalement aller expérimenter cette chose par moi-même. Voilà. Et donc, du coup, il va le faire dans votre dos, ce qui est pire, évidemment. Donc, il vaut mieux le faire ensemble, comme utiliser des ciseaux, couper une pomme la première fois, etc. Non, c'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas à toi. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Mais oui, et puis mais au-delà de ça, franchement, ça me connecte aussi au sujet de la punition. Ouais. En fait, ça vient alimenter aussi le process que tu viens de donner, où l'enfant va attendre que le parent ne soit pas là pour faire son expérience. C'est exactement ce qui se passe aussi quand les enfants sont punis. Si un enfant fait une action qui est jugée inappropriée, il a une punition. Peu importe quelle est la punition. Qu'est-ce que ça lui apprend? Ça lui apprend que demain, quand il va vouloir faire son truc, il va juste attendre que l'adulte ne soit pas dans les parages, quoi. Et il trouvera des moyens pour faire ce qu'il a envie, que ce soit OK ou pas OK. Il trouvera simplement le moyen de le faire sans se faire pincer. C'est tout. Et là, on en revient à ce qui se cache derrière, selon moi, dans ce que tu dis, c'est la question de l'accompagnement de l'enfant, c'est-à-dire, c'est-à-dire au-delà de l'accompagnement, c'est-à-dire de l'engagement que ça demande pour les parents d'être dans cette parentalité hyper connectée, non pas d'être hyper parent, mais d'être dans la parentalité connectée. C'est-à-dire que quand on est dans le time-out, on coupe la connexion, donc on n'est plus le parent, puisque ça ne correspond plus au rôle parental, c'est d'être dans la parentalité hyper connectée. C'est-à-dire que la coupure de la connexion, finalement, eh bien, c'est le champ ouvert à plein de choses qui ne sont pas forcément positifs, on va dire. Donc, être connecté, tu en parlais, je pense que c'est à 200%. Voilà, il y a des parents qui sont tout le temps physiquement avec leurs enfants et ils ne sont pas connectés. Il y a des parents qui sont avec leurs enfants 1 heure et qui vont être connectés. Moi, je trouve c'est ce que tu dis. Voilà, et être connecté, c'est toi en tant que parent. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Voilà, est-ce que si on n'est pas connecté parce qu'on a des problèmes personnels, parce qu'on est super engagé au boulot, parce que être connecté, ça veut dire quoi? C'est toutes ces connexions, c'est les transitions, c'est comment on gère tout ce lien psychologique, en fait. Et l'enfant, il va absorber tout ça. De 0 à 7 ans, c'est quand même super important. Et
Et c'est comme un coffre à jouets. Moi, je dis, c'est comme un trésor, en fait. C'est bien C'est dit. toutes ces pièces, voilà, qu'on va mettre ensemble. Et l'enfant, après, ben, est-ce qu'il se sent solide? Voilà. Est-ce qu'on construit quelqu'un de solide? Oui. On a tous on n'est pas parfait. Mais est-ce qu'on a donné assez de petits trésors comme ça de connexion? C'est pas dans le matériel, moi, je trouve. Je dis, bon, après, voilà. C'est On peut vraiment être imparfait et solide, hein, tout à fait. Ouais, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et Mais ce qui se cache derrière ça, c'est quelque part, on ne veut pas payer le prix, si j'ose dire, de ce vers quoi on s'est engagé, et que c'est cette difficulté, cette grandeur de la difficulté à un moment donné qui nous dépasse. Et c'est vrai qu'il vaut mieux dire un enfant va tout seul dans ta chambre, alors ça n'aura aucun strict. En termes de difficulté, elle est zéro pour le parent. Et on coupe la connexion, c'est la pire des choses qu'on puisse lui faire. Donc, Oui, c'est la de difficulté pas surtout payer chez l'enfant. le prix de se dire, eh ben, je vais trouver une solution avec toi, je vais t'accompagner dans cette difficulté, je serai à tes côtés pour le meilleur, mais aussi pour le pire, comme on dit, et que ça va offrir le meilleur quand c'est le pire. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ça qu'il faut dire, et que la barre est haute, et qu'il faut le faire, parce que c'est le tarif, si j'ose dire. Moi, c'est ce que je me plais un peu à dire d'une manière un peu abrupte au papa, et que c'est le prix à payer, et qu'au contraire, cette question du time-out, c'est quelqu'un qui ne veut pas payer le prix de cet accompagnement, qui choisit cette solution de facilité qui est laxiste, de dire, eh bien, débrouille-toi tout seul, je coupe la connexion, je ne suis plus ton parent le temps des 5 minutes, donc tu es dans la difficulté, je ne t'accompagne pas, débrouille-toi tout seul alors que je sais que tu ne peux pas faire seul. Ben, bravo, finalement, bravo. Voilà. Donc, il ne faut pas rentrer là-dedans. Et donc, ça aussi, Élodie, ça revient à la question de l'infantilisation de mon point de vue, parce que c'est infantiliser, c'est le parent qui s'auto-infantilise en disant je n'affronte pas mes responsabilités d'accompagnement permanent, j'allais dire, dans le meilleur comme dans le pire, et qu'arrive un moment, ben, je m'infantilise et puis je reviens à un modèle plus, comment dirais-je, simpliste, voilà, infantile, où je ne fais rien, j'attends que moi aussi on vienne m'apporter la solution. C'est ça aussi l'infantilisation. Oui, c'est se déresponsabiliser. Oui. Ben, ça pourra peut-être être un autre sujet. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. On a tellement de choses finalement à échanger tous les trois. Toujours très riche avec vous. Merci. On est si animés vous êtes inspirante. Par les sujets. Merci Gilles, tu l'es tout autant. Mais voilà, on est tous les trois tellement animés par les sujets qui sont en rapport à la parentalité, à l'enfant et finalement à la société de manière générale et à l'être humain, que c'est vrai qu'on pourrait palabrer pendant des heures et des heures. Je vous propose, cela dit, de mettre fin à notre premier hors-série ensemble. Déjà. On l'a dit ensemble. Déjà. Moi, je serais resté l'après-midi avec vous parce qu'on progresse, je trouve. Moi, personnellement, je m'enrichis. Ouais. Et je pense que les gens qui vont vous écouter, je ne mets pas dedans, parce que sinon, mais vont s'enrichir aussi. Je pense que c'est intéressant de faire progresser notre façon de penser, parce que c'est ce qui va être parce que c'est la question du déterminisme, c'est ce qui va derrière influer sur notre manière de fonctionner. Donc, c'est là qu'il faut. Donc, enrichissez-vous, écoutez ce podcast, écoutez sa part en vrille, parce que c'est important ça permet de pousser la réflexion. Du champ, comment dirais-je, un peu de tout ce qui est consensuel et un peu bienvenu et un peu facile à dire. Voilà, et donc bravo Élodie pour ce que tu fais, pour ce que tu mets en place. Ça. Ah oui, non, mais merci à vous de m'accompagner. Des espaces d'audition comme ça où on peut entendre des discours un petit peu différents. Voilà, on ne remet pas tout en cause, c'est juste qu'on s'interroge, qu'on partage. Et merci. C'est ça, on s'interroge, exactement. Comme on le disait précédemment, finalement, on se pose des questions sur ce qu'on peut observer à droite, à gauche, et puis sans pour autant trouver des réponses fermes et définitives, mais en tout cas, le fait de pouvoir s'interroger, de pouvoir échanger ensemble aussi autour de certains sujets, c'est toujours très riche, et ça permet de donner de nouvelles perspectives aussi, et d'évoluer en tant que parent et en tant qu'être humain, et je pense que c'est fondamental aujourd'hui. Merci Gilles, merci Zakia. Merci à vous deux. L'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, venez me mettre plein d'étoiles et m'envoyer vos mots doux sur Apple Podcast ou bien encore via LinkedIn ou Instagram. J'adore échanger avec vous directement. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.